Voilà, donc la question qui se pose en fait, c'est finalement, on a parlé de l'artificialisation comme étant quelque chose de global, etc. Enfin, tout le monde est au courant qu'on a toujours on a des problématiques différentes selon les territoires. Et en fait, la question va se poser plus généralement de, OK, on a un problème avec l'artificialisation, mais il est de quel ordre ce problème? Où est-ce qu'il est situé? Et comment, et puis après, se poseront les questions du comment on fait pour résoudre. Donc moi, mon but, c'est d'apporter quelques éléments chiffrés au débat, même si, comme on l'a vu ce matin, sur la question des chiffres, ça ne résout pas tout, mais ça permet de nous donner des premiers éléments. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les données que je vais vous présenter sont issues sur un site qui est l'Observatoire national de l'artificialisation, qui a pour but de présenter toutes les données, permettre de les télécharger en open data, mais aussi et de répondre à d'autres questions, notamment qu'est-ce qu'on mesure, comment on le mesure, pourquoi on artificialise, etc. Et j'en profite pour faire une petite pub à ce stade. Si jamais vous avez des travaux qui méritent d'être mis au pot commun, de constituer un élément de la bibliographie de référence, on est très preneur de l'intégrer dans ce site. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des travaux, surtout il n'y a pas de souci. Donc les données qu'on a aujourd'hui, donc c'est la période 2009-2018, le 2019 étant en cours de traitement. Là, voilà. Je sais que le traitement s'est terminé ce matin, il ne me reste plus qu'à vérifier. Et donc normalement ça devrait être mis en ligne, on va dire maximum d'ici la fin du mois. Ce qui veut dire qu'on aura pour la première fois les 10 ans de recul qui sont nécessaires dans les documents d'urbanisme pour étudier l'artificialisation. Alors, le principe de base derrière, c'est en fait de comparer les millésimes des fichiers fonciers. Alors, on en a déjà pas mal parlé des fichiers fonciers, mais je profite pour faire un petit rappel. C'est toutes les données fiscales qui sont issues de la taxe foncière. Et notamment, vous avez toutes les données au niveau parcellaire et en particulier dans ces données, vous avez la différenciation entre ce qui est artificialisé et non artificialisé. Alors, je vais très vite sur la méthodologie, mais voilà globalement. Et donc, en fait, exemple, ici en 2012, vous avez en coloré ce qui est artificialisé. En 2013, vous avez en coloré ce qui est artificialisé. Et donc, en faisant le différentiel, vous vous retrouvez avec ce lotissement-là qui fait apparaître, du coup, donc 2 lotissements pour un total de 10 hectares. Donc voilà, c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça. Il y a pas mal de corrections qui sont faites, etc. Mais voilà le principe, c'est vous avez des photographies du territoire au 1er janvier avec les fichiers fonciers, vous les comparez pour voir ce qui est nouvellement artificialisé chaque année. Dit autrement, toutes les données qu'on aura, ce seront des données de flux. Qu'est-ce qui c'est je vous présenterai toujours les questions de flux et non d'artificialisation statique. Qu'est-ce que ça nous donne comme résultat? Alors, on voit en fait, on voit globalement 3 périodes. La première, c'était une période de hausse, donc qui, là, d'après nos chiffres, commence en 2009, mais qui avait commencé bien avant, et qui atteint un pic entre 2009 et 2012 à peu près. Donc on reste autour de 33 000 hectares. La deuxième période, c'est une période de forte baisse qu'on a du coup entre 2012 et 2016. Donc qui s'explique globalement par la crise et la baisse de la construction qu'on peut observer. Donc en fait, voilà, baisse du nombre de mètres carrés construits, baisse de l'artificialisation. On verra qu'il y a une forte corrélation entre deux. Depuis, réaugmentation entre 2016 et 2017. Et là, on est sur une période globalement de stagnation. Voilà, il y a eu plus 50 hectares, donc autant dire rien du tout, entre la période 2016-2017 et 2017-2018. Et sur les premiers chiffres préliminaires que j'ai pour 2018-2019, on est globalement sur une stagnation aussi. On serait peut-être sur une diminution, mais de l'ordre de quelques dizaines d'hectares. Donc autant dire, pareil, on reste dans l'épaisseur du trait. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est quand même que là, quand on parle de lutter, de diminuer contre l'artificialisation, ce n'est pas un phénomène qui est récent. Donc, on a eu environ 30% de diminution entre 2011 et 2016.
Voilà. Voilà. Par contre, au-delà de cet aspect très global, du genre aujourd'hui on est en train de stagner, il y a une très très forte composante géographique. Ce qu'il faut voir, c'est que, voilà, quand on regarde globalement la carte là, on a une forte artificialisation sur les littoraux, et quand on commence à zoomer, au niveau des métropoles, c'est aussi très, très important. Il y a donc deux forces majeures qui expliquent. Hein. D'un côté, c'est les métropoles, de l'autre, c'est le littoral. Quand je parlais de polarisation, donc vous avez vu, il y a bien une répartition spatiale qui est assez particulière, mais il faut voir aussi que c'est très polarisé rien qu'à un niveau statistique. Dit autrement, voilà, un peu moins de 40% de l'artificialisation, c'est situé dans 5% des communes. Quand on regarde sur l'activité, c'est encore pire, puisqu'il y a une commune sur deux qui n'a pas d'artificialisation à destination d'activité. Et pareil, et dernière chose, voilà, au niveau de l'activité, 54% de l'artificialisation est située dans 5% des communes. Donc, alors, il y a quand même un gros bémol à voir à ce niveau-là. Quand je dis que c'est situé dans 5% des communes, ça ne veut pas dire que c'est les 5% des communes qui sont responsables de cette artificialisation-là. Vous avez une commune dans laquelle vous avez la grosse zone d'activité intercommunale, forcément le point rouge sera situé là-dessus, même si c'est une politique intercommunale dont elle ne dépend pas. On peut voir différemment. Lorsqu'une commune a une LGV qui passe sur son territoire, non seulement elle n'a pas décidé, mais en plus elle n'en bénéficie pas. Toujours est-il qu'elle sera affichée en rouge. Donc voilà, il faut bien décorréler la question spatiale, c'est-à-dire dans quelle délimitation administrative elle se situe, de la question plus de jeu d'acteurs et de décision. C'est pas parce que c'est situé dans une commune que la commune l'a décidé en tant que telle. Pareil, un autre chiffre global, au niveau national, 70% de l'artificialisation, c'est pour l'habitat. Donc voilà, quand on commence à dire les entrepôts Amazon, ça pose des problèmes pour l'artificialisation, c'est vrai, faut pas non plus nier le phénomène, mais il ne faut pas oublier que 70% c'est de l'habitat, c'est pour de l'habitat. On a une répartition spatiale là au niveau aussi au niveau français avec plus d'artificialisation pour l'activité autour de la région parisienne, au nord et à l'est. À l'inverse, dans toute la diagonale rurale et dans le sud-ouest, on a plus d'artificialisation pour l'habitat. Alors, voilà, là on a parlé du nombre d'hectares, globalement où est-ce que c'est situé, etc. Mais se pose quand même une grande question, c'est finalement, il faut rappeler qu'on n'artificialise pas pour rien. C'est pas un maire qui le matin se lève et dit tiens, je vais artificialiser 10 hectares. C'est en fait la résultante de pas mal de politiques, qu'elles soient locales, intercommunales, départementales, nationales, etc. On artificialise pour produire quelque chose. On peut faire une analogie assez simple avec du pétrole. C'est en fait une ressource de base pour produire quelque chose. Et clairement, l'artificialisation, du coup, se pose la question, qu'est-ce qu'on arrive à produire? Qu'est-ce qu'on produit? Qu'est-ce qu'on arrive à produire? Et surtout, avec quelle efficacité? Donc l'artificialisation, c'est vraiment la résultante à la fois d'une pression, ça veut dire combien on construit, et puis après d'une réponse, c'est-à-dire en fait, comment on construit. Je construis 100 logements sur ma commune, je peux le faire sur 50 hectares, je peux le faire sur 3 hectares. Comment je le fais? Avec quel, voilà. Et là-dessus, l'efficacité, donc c'est un indicateur que je vais utiliser par la suite, mais globalement, ça correspond au taux de renouvellement urbain et à la densité. Donc, vous avez une pression, un besoin de construction, ok. Comment on peut augmenter le taux de renouvellement urbain pour diminuer le nombre d'hectares nécessaires? On peut augmenter la densité. Au niveau national, voilà ce que ça donne. Une donnée que vous pouvez garder en tête, c'est qu'il faut à peu près 5 mètres carrés de foncier pour produire 1 mètre carré de construction. C'est à peu près... Et c'est là où on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, puisque je vous ai dit que depuis 2009, il y avait eu une grosse baisse de la construction, de l'artificialisation. Je vous ai dit aussi que c'était en grande partie dû à la baisse de la construction au niveau national, mais pas que non plus.
vous avez quand même une augmentation du coup de l'efficacité qui est de l'ordre de 20%, qui est de l'ordre de 20% sur toute la période. Donc, on augmente l'efficacité, on a besoin de moins de foncier pour construire un nombre de mètres carrés équivalent, mais il ne faut pas non plus surévaluer, puisque voilà, autant pour l'activité, il y a quand même une efficacité qui est importante. On peut voir quand même pour l'habitat, il y a une augmentation, mais elle reste quand même assez timide. Et même si la totalité des activités gagnait en efficacité autant que l'activité a gagné ces 10 dernières années, donc c'est-à-dire à peu près de l'ordre de 40% en 10 ans, bah on atteindrait le ZAN qu'en 2070. Donc l'atteinte du ZAN est un objectif. Voilà, l'efficacité devra être améliorée beaucoup plus que la tendance actuelle. Une autre manière de voir, là, donc je vous ai parlé de l'efficacité, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés pour le nombre de mètres carrés construits. Une autre manière de voir, c'est finalement quelle est la pression en termes de nombre de ménages. Alors personnellement, j'utilise très rarement l'indicateur population pour la commune. La vraie pression qui est apportée dans une commune, c'est un ménage supplémentaire. Un habitant supplémentaire, ça peut être une naissance, ça peut être plein de raisons qui font qu'on n'a pas forcément besoin d'un logement supplémentaire. Donc une arrivée d'un ménage, normalement, c'est un logement. Et lorsqu'on commence à regarder, donc uniquement la consommation pour l'habitat, on voit qu'il y a quand même plus de 9000 communes qui artificialisent quand même pour l'habitat avec une baisse de ménages. Quand on commence à regarder aussi les questions de densité, de nombre de logements par hectare, alors en dehors de ces 9000 communes, vous en avez 11 000 qui accueillent moins de 3 logements par hectare artificialisés. Donc sur les 35 000 communes françaises, vous en avez à peu près 20 000 qui ont ou alors une baisse des ménages ou alors une artificialisation avec une efficacité très faible. Et après, voilà, se posent aussi les questions. C'est des questions qui sont très habituelles en économie. C'est finalement, est-ce qu'il vaut mieux taper sur tout le monde un petit peu ou viser les plus gros, les plus gros. Et là-dessus, voilà, il faut voir que l'essentiel de l'artificialisation, ça se fait dans l'urbain, dans le périurbain. Donc voilà, 36% dans l'urbain, 41% dans le périurbain. Mais par contre, voilà, on peut se poser des questions sur le rural. Le rural, c'est quasiment rien. C'est 10% de la conso d'espace. Mais il faut voir que le rural, ça accueille que 2% de l'évolution des ménages entre 2011 et 2016. J'ai pris l'indicateur ménage, tout simplement parce que l'indicateur aussi évolution de la population et des emplois est négatif pour le rural. Donc voilà. Si on veut baisser l'artificialisation, clairement, c'est au niveau périurbain qu'il faut regarder. Après, se pose des questions sur d'autres indicateurs. Et le dernier élément que l'étude, du coup, sur le site artificialisation met en œuvre, c'est en fait tout simplement la question de répartition au niveau des systèmes urbains. Donc ça reprend un petit peu ce que je vous ai présenté précédemment, c'est-à-dire vous avez un centre. Le centre, on a pris la commune centre de l'aire urbaine. Donc voilà, la majorité de la population des emplois, des ménages, elle est située dedans. On a une efficacité très forte, mais on a quand même une consommation d'espace qui n'est pas neutre. Voilà, il n'y a que quelques exceptions de centres d'aire urbaine saturés, du type Paris, mais la plupart du temps, le centre construit aussi en étalement urbain. C'est particulièrement vrai dans les villes moyennes. Au niveau de l'unité urbaine, c'est-à-dire le centre, on a pris le centre plus du coup toutes les communes collées, on a une grosse consommation d'espace. Il faut voir qu'en fait, au niveau unité urbaine, ce qui est unité urbaine au niveau de l'INSEE, on commence à arriver en fait dans la première couronne de périurbanisation, notamment dans les villes moyennes. Consommation d'espace très forte, efficacité moyenne, et puis après se posent les questions pour les premières et deuxièmes couronnes, pour lesquelles la consommation d'espace reste très forte, mais pour lesquelles l'efficacité est très très faible. Alors, par contre, voilà, la limite de l'étude, c'est qu'on présente bien des grandes tendances. À un niveau local, ça peut ne pas être vrai. Évidemment, le système urbain de Rennes n'est pas forcément celui de Châteauroux.
Les leviers globaux, ils sont connus, hein, on ne va pas réinventer. Augmenter le renouvellement urbain, augmenter la densité, c'est les deux leviers pour diminuer l'artificialisation, ça c'est clair. Mais après, peut-être qu'il y a certains territoires pour lesquels il y a un gisement important de renouvellement urbain. Il y a des territoires pour lesquels le gisement n'est pas si important, la pression est forte, et pour lesquels il faut encore consommer du foncier, mais peut-être qu'il faudrait voir avec une efficacité supérieure, etc., etc. Et pareil, au niveau des éléments liés à l'efficacité, ça mériterait d'être largement creusé. Je vais vous donner un exemple. Sur une commune fictive, vous construisez 50 logements, vous en construisez 49 sur une parcelle de 1 hectare, vous en construisez un sur une parcelle de 1 hectare. Vous avez bien 2 hectares de consommés dedans. Mais bon, si vous voulez augmenter l'efficacité, il suffit de supprimer l'opération très peu dense. Vous obtenez à peu près les mêmes logements avec une efficacité supérieure. Donc voilà, en fonction de la répartition en interne, en fonction des opérations, les leviers ne sont pas forcément les mêmes à mobiliser. Et la dernière chose, et je rebondis vraiment par rapport à ce qui a été dit ce matin, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on a besoin de statistiques, on a besoin d'avoir justement des indications sur la manière dont ça se développe à l'échelle nationale. Sur la manière dont ça se développe à l'échelle locale, on en a besoin pour les documents de planification, etc. Mais il faut rappeler qu'un hectare artificialisé n'a pas toujours le même impact selon l'endroit et selon la manière dont c'est fait. Et qu'en fait, ce qu'on appelle artificialisation, pour moi, ça n'existe pas. Pour moi, il y a 5 voire plus, de problématiques qui sont celles de la gestion des eaux, qui sont celles de la qualité des sols, qui sont celles de la production agricole, de la biodiversité, de la périurbanisation, on peut ajouter les questions de carbone, etc. Et donc, dit autrement, ce qui peut constituer un problème au sein d'une thématique ne constitue pas forcément au sein d'autres. Vous convertissez aujourd'hui un champ de maïs, vous le convertissez en un lotissement périurbain avec des grandes parcelles, bah, peut-être que ça améliorera la biodiversité. Par contre, en matière d'imperméabilisation, ça va le dégrader de manière importante. Donc, il faut bien voir que derrière ce qu'on nomme artificialisation, il faut bien voir les conséquences dans chacune des thématiques. Et je pense que là, il y a beaucoup de hiatus autour de la problématique qui viennent de là. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle d'artificialisation, on oublie que c'est pas quelque chose qui existe en tant que tel, c'est une somme de thématiques, et que du coup, les réponses à chacune de ces thématiques devront être différentes. Donc voilà, j'en ai terminé là-dessus.